Je m'appelle Sabrina, à 37 ans, je suis sur le point de vous raconter une histoire qui a changé tout ce que je croyais sur les liens familiaux. En grandissant, notre famille n'était pas riche, mais nous nous en sortions. Maman a pris sa retraite plus tôt pour des raisons de santé, tandis que papa a continué à travailler, attendant sa retraite dans 2 ans. Et puis il y a ma sœur, Sheila, de 12 ans, ma cadette et la prunelle des yeux de nos parents. Après l'université, j'ai trouvé un travail décent et j'ai emménagé avec mon petit ami, Marc. Il est pragmatique, comme moi, ce qui est probablement la raison pour laquelle nous nous entendons si bien. Tandis que Sheila terminait ses études, j'étais déjà en train d'établir ma carrière et de penser à l'avenir de notre famille. Tu sais que tu n'es pas obligé de continuer à subvenir à leurs besoins, disait Marc de temps en temps, en me voyant virer de l'argent sur le compte de mes parents. Ce sont aussi des adultes. Je secouais toujours la tête et répondais, écoute, je suis leur fille et ils ont besoin d'aide. Leur maison tombe en ruine et je veux qu'ils aient quelque chose de mieux pour leur retraite. La maison, cette vieille bâtisse délabrée de 2 étages où j'ai grandi, devenait une sérieuse préoccupation. L'hiver dernier, j'ai engagé des entrepreneurs pour évaluer les dégâts. Je me souviens encore du visage du chef des entrepreneurs tandis qu'il parcourait chaque pièce en secouant la tête. Madame, réparer tout ça coûterait plus cher que de construire du neuf, a-t-il dit, en montrant les dégâts des eaux étendues et les problèmes structurels. Vous jetteriez votre argent par les fenêtres. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision qui me semblait parfaitement logique à l'époque. J'ai ouvert un compte d'épargne joint avec mes parents, prévoyant de les aider à acheter une nouvelle maison. L'objectif était clair, économiser $200 000, les combiner avec la vente de leur vieille maison et leur trouver quelque chose de sûr et de confortable pour leurs années de retraite. Chaque mois, je déposais une part substantielle de mon salaire sur ce compte joint, regardant le solde augmenter régulièrement. $50 000, $100 000. Chaque jalon me semblait être un pas de plus vers l'offre à mes parents de la sécurité qu'ils méritaient. Marc et moi vivions modestement, reportant nos propres rêves d'acheter une maison, mais cela ne me dérangeait pas. La famille avant tout, n'est-ce pas? C'était un dîner de famille typique du dimanche jusqu'à ce que Sheila se racle la gorge et attire l'attention de tout le monde. Je me souviens de chaque détail de cette soirée, l'odeur du ragoût de maman, le bruit de la pluie contre les fenêtres et la façon dont les yeux de ma sœur brillaient d'excitation. Thomas et moi, nous allons nous marier, a-t-elle annoncé, levant sa main gauche pour montrer une énorme bague en diamant qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. Maman a bondi de sa chaise, se précipitant pour étreindre Sheila, tandis que papa souriait avec fierté. J'étais heureuse moi aussi, sincèrement heureuse. Thomas venait d'une bonne famille, il traitait bien ma sœur et ils semblaient parfaits l'un pour l'autre. Mais c'est alors que la bombe qui allait tout changer est tombée. J'ai tout planifié, a poursuivi Sheila, sortant son téléphone pour montrer un tableau Pinterest rempli d'idées de mariage élaborées, le lieu, les fleurs, la robe, tout. Ça coûtera environ $300 000. Je me suis étouffée avec mon eau. $300 000, ai-je lâché, certaine d'avoir mal entendu. Sheila, c'est de la folie. La pièce est devenue silencieuse. Maman et papa ont échangé des regards gênés, tandis que Sheila m'a fusillé du regard avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de sentiments de dû et de détermination. Thomas a proposé quelque chose de plus petit, a-t-elle dit en agitant la main avec dédain, juste la famille et les amis proches, mais je lui ai dit que je pouvais gérer les coûts. Je veux prouver à sa famille que nous sommes aussi bien qu'eux. Et comment comptes-tu payer pour ça, exactement, ai-je demandé, bien que quelque chose en moi connaissait déjà la réponse. Sheila a souri doucement. Tu vas m'aider, bien sûr. Tu as toujours aidé la famille. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé mes parents, attendant qu'ils disent quelque chose, n'importe quoi, pour ramener ma sœur à la réalité. Au lieu de cela, maman fixait son assiette, tandis que papa s'intéressait soudainement beaucoup à son café. Je peux te donner $20 000 pour le mariage, ai-je dit prudemment, et $10 000 de plus comme cadeau de mariage. C'est déjà beaucoup d'argent, Sheila. Le visage de ma sœur s'est assombri. C'est ridicule, Sabrina. Tu as bien plus que ça. C'est ma seule chance d'avoir le mariage de mes rêves, de montrer à la famille de Thomas que je ne suis pas une fille pauvre qu'ils peuvent regarder de haut. Je me suis tournée vers nos parents, le désespoir dans la voix.
Maman, papa, s'il vous plaît, dites-lui que c'est de la folie. Dites-lui qu'elle n'a rien à prouver à personne. Ce que maman a dit ensuite m'a poignardé le cœur. Peut-être que Sheila a raison, chérie. Nous avons dû lui refuser tellement de choses en grandissant. Elle mérite d'avoir son jour spécial. Tu es juste jalouse, a craché Sheila. Jalouse que je me marie la première, jalouse que la famille de Thomas ait de l'argent, jalouse que j'aurai le mariage que tu n'as jamais pu avoir. Je pourrais avoir un mariage luxueux si je le voulais, ai-je rétorqué, mais contrairement à toi, je comprends la valeur de l'argent. Quand Marc et moi nous marierons, nous aurons une petite cérémonie et nous économiserons notre argent pour des choses qui comptent vraiment, comme avoir des enfants et construire un avenir. Mon Dieu, tu es si moralisatrice, Sheila s'est levée, le visage rouge de colère. Toujours à agir comme si tu savais ce qui est le mieux pour tout le monde. Tu es juste avare et égoïste. J'ai attrapé mon sac et me suis dirigée vers la porte, les larmes me piquant les yeux. C'est moi qui suis avare ? Je donne la moitié de mon salaire pour aider nos parents, pendant que tu planifies des moyens de dépenser de l'argent qui n'est même pas à toi. En sortant en courant sous la pluie, j'ai entendu maman m'appeler, mais je ne me suis pas retournée. J'ai conduit jusqu'à la maison, abasourdie, essayant de me convaincre que ce n'était qu'un mauvais rêve, que ma sœur retrouverait la raison une fois calmée. 2 semaines après le dîner désastreux, j'étais assise à mon bureau pendant ma pause déjeuner, faisant ma vérification mensuelle habituelle du budget. Marc et moi prévoyions de dîner après le travail, et je voulais m'assurer d'avoir assez d'argent de côté après avoir fait mon dépôt régulier sur le compte de mes parents. Je me suis connectée à ma banque en ligne, j'ai cliqué sur le compte joint et j'ai senti mon cœur s'arrêter. Le solde affichait $0. Mes mains tremblaient tandis que je cliquais sur l'historique des transactions. C'était là, un unique retrait de $150 000, effectué il y a seulement 3 jours. J'ai quitté le travail plus tôt, sans même prendre la peine d'expliquer à mon patron pourquoi j'avais l'air d'avoir vu un fantôme. Le trajet en voiture jusqu'à la maison de mes parents était flou. Je me souviens encore de serrer le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches, essayant de penser à n'importe quelle explication qui ne soit pas l'évidente. Quand je suis arrivée chez eux, les 2 voitures étaient dans l'allée. Je n'ai même pas frappé, j'ai simplement utilisé ma vieille clé et je suis entrée brusquement. Où est l'argent, ai-je exigé, les trouvant tous les 2 dans la cuisine. Qu'est-il arrivé aux $150 000 sur le compte ? Maman n'osait pas me regarder dans les yeux. Papa s'intéressait soudainement beaucoup à sa tasse de café, comme lors de ce dîner il y a 2 semaines. Nous ne savons pas de quoi tu parles, chérie, a dit maman à voix basse. Ne me mentez pas, je criais maintenant, sortant mon téléphone pour leur montrer le relevé de compte. Quelqu'un a retiré tout l'argent il y a 3 jours. Je vais appeler la police tout de suite. Non, maman a attrapé mon téléphone. N'appelle pas la police. Sheila en avait besoin pour le mariage. Elle épouse une bonne famille. Nous ne pouvions pas la laisser avoir un petit mariage. Que penserait-il ? J'ai ri, mais ce n'était pas un son joyeux. Que penserait-il ? Ils pensent qu'elle épouse leur fils parce qu'elle l'aime, pas parce qu'elle essaie d'acheter leur approbation avec mon argent. Tout ira bien, a essayé de me calmer maman. Sheila a promis de nous aider à acheter une nouvelle maison après le mariage. Elle sera mariée à Thomas alors, et ils auront beaucoup d'argent. Elle a déjà promis de nous envoyer de l'argent chaque mois. Je n'en croyais pas mes oreilles. Vous vous entendez parler ? Vous aviez $150 000 d'économisés pour une nouvelle maison. Il ne nous manquait que $50 000 de plus et vous auriez pu déménager de ce piège mortel. Au lieu de ça, vous avez tout donné pour une fête, un événement d'une seule journée. Ce n'est pas juste une fête, a défendu papa. C'est un investissement dans l'avenir de Sheila. Tu ne comprends pas. Une fois qu'elle sera mariée à Thomas. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine, les murs fissurés, le plafond affaissé, les taches d'humidité dans les coins, tous des problèmes réparables qui ne le seraient jamais maintenant, parce que mes parents avaient choisi un fantasme plutôt que la réalité. Vous savez quoi, ai-je dit, me sentant soudainement très fatiguée. Vous avez raison. Je ne comprends pas, et je ne veux pas comprendre. Vous avez fait votre choix. Maintenant, vous pouvez vivre avec. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Marc m'a tenue dans ses bras pendant que je pleurais,
puis il m'a aidé à faire une liste de ce qu'il fallait faire. À la première heure le lendemain matin, j'ai fermé le compte joint et en ai ouvert un nouveau à mon seul nom. Puis j'ai appelé Sheila. Elle a répondu à la 4e sonnerie, avec une voix irritante de gaieté. Oh, salut Sabrina. J'étais en train de regarder des lieux pour le mariage, il y a un endroit incroyable. Arrête tes bêtises, Sheila, l'ai-je interrompu. Je sais ce que tu as fait. Je sais pour l'argent. Il y eut une pause. Puis sa voix est devenue froide. Si maman et papa ont décidé de me donner l'argent, c'est leur décision. Tu n'es pas leur responsable. Rends-le, ai-je dit, les dents serrées. Rends-le maintenant, ou je jure devant Dieu. Ou quoi, Sheila, a-t-elle défié. Tu vas appeler la police? Vas-y, maman l'a retiré légalement et en toute honnêteté. Sabrina, tu devrais être heureuse pour moi. C'est le mariage de mes rêves. Le mariage de tes rêves, je n'en croyais pas mes oreilles. Et le rêve de maman et papa d'avoir un endroit sûr où vivre? Y as-tu jamais pensé? Oh, s'il te plaît, c'est moquer Sheila. Ils iront bien. Une fois que je serai mariée à Thomas, je leur achèterai tout ce dont ils ont besoin. Sa famille a des relations. On pourra probablement leur trouver une maison pour bien moins que sa valeur marchande. J'ai ri amèrement. Tu crois vraiment ça, n'est-ce pas? Que tu vas épouser un homme riche et que tous tes problèmes seront résolus. Que as-tu dit à Thomas sur l'origine de cet argent? Il y eut un silence révélateur à l'autre bout du fil. Il ne sait pas, n'est-ce pas, ai-je insisté. Tu lui as dit que tu avais l'argent? Sait-il que tu l'as volé du fond pour la maison de nos parents? Je n'ai rien volé, a explosé Sheila. Tu sais quoi? Ne viens pas au mariage. Je ne veux pas de toi là-bas de toute façon. Tu essaierais probablement juste de tout gâcher avec ta jalousie et ton attitude moralisatrice. Ces derniers mots étaient chargés de mépris. J'ai pensé à toutes les fois où je l'avais aidée, les manuels universitaires que je lui avais achetés, le loyer que je l'avais aidé à payer quand elle était entre 2 emplois, les innombrables petites gentillesses qu'elle avait apparemment oubliées. Tu sais quelle est la différence entre nous, Sheila, ai-je dit à voix basse. Je n'ai pas besoin d'un mariage à 300 000 $ pour prouver ma valeur à qui que ce soit. Et quand je me marierai, je pourrai regarder mon mari dans les yeux, en sachant que je ne lui ai pas menti sur l'argent. Peu importe, a-t-elle marmonné. J'ai un rendez-vous avec la fleuriste. Ne m'appelle plus. La ligne a été coupée. Je suis restée assise là longtemps, regardant mon téléphone, pensant à toutes les fois où j'avais défendu Sheila auprès de Mark quand il disait qu'elle était une enfant gâtée, toutes les fois où j'avais trouvé des excuses pour son comportement, en disant qu'elle était jeune et qu'elle mûrirait. Mark m'a trouvée encore assise là 1 heure plus tard quand il est rentré du travail. Tu lui as parlé, a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. Elle l'a dépensé en acompte et en réservation non remboursable. Et tes parents? Ils sont convaincus qu'elle s'occupera d'eux après le mariage. J'ai ri, mais ça ressemblait plus à un sanglot. Ils croient vraiment qu'elle leur achètera une maison avec l'argent de son riche mari. Mark s'est assis à côté de moi. Que veux-tu faire? Rien, ai-je dit, surprise de me sentir si calme. Il n'y a rien à faire. Ils ont fait leur choix, tous les 3. Maintenant, c'est à eux de vivre avec. Dans les mois qui ont suivi la confrontation, je me suis plongée dans le travail et dans la planification de mon propre avenir avec Mark. Nous avons trouvé une modeste maison que nous aimions et avons commencé à économiser pour la compte. Les nouvelles des préparatifs du mariage de Sheila me parvenaient par l'intermédiaire de ma tante Sarah, la sœur de maman, qui gardait encore le contact avec les 2 côtés de notre famille fracturée. Tu n'imaginerais pas l'extravagance, m'a dit tante Sarah autour d'un café un après-midi. Rien que la robe a coûté 30 000 $. Il y aura un lâcher de colombes pendant la cérémonie et un gâteau à 5 étages recouvert de véritables feuilles d'or. Une semaine avant le mariage de Sheila, j'ai eu une visite inattendue au travail. C'était Thomas, mon futur beau-frère, qui semblait mal à l'aise dans son costume coûteux. On peut parler, a-t-il demandé, rôdant près de mon bureau. Je viens d'apprendre pour l'argent, d'où il venait vraiment. Mon cœur a fait un bond. Oh, le comptable de mes parents nous aidait à examiner nos finances avant le mariage, a-t-il expliqué.
Il a remarqué de gros dépôts sur le compte de Sheila et a posé des questions sur leur origine. Elle s'est effondrée et m'a tout raconté. Je me suis adossée à ma chaise, attendant. Je n'en avais aucune idée, a-t-il poursuivi. Elle m'avait dit qu'elle avait économisé pendant des années pour le mariage de ses rêves. J'ai proposé d'avoir une célébration plus petite, mais elle a insisté sur le fait qu'elle pouvait le gérer. Si j'avais su qu'elle avait pris l'argent de la maison de tes parents. Quand il a quitté mon bureau, j'ai ressenti un mélange d'émotions que je n'arrivais pas à démêler. Une partie de moi voulait le mettre en garde sur ce dans quoi il s'engageait, sur la façon dont Sheila avait été gâtée et se croyait tout permis depuis l'enfance. Mais une autre partie de moi savait qu'il devait prendre ses propres décisions. Le jour du mariage de Sheila est arrivé, un samedi de juin parfait et ensoleillé. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux plus tard, le lâcher de colombes blanches, la calèche tirée par des chevaux, la fontaine de champagne et le feu d'artifice. Tout était exactement comme Sheila l'avait rêvé, payé avec de l'argent qui aurait dû donner à nos parents un endroit sur où vivre. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à penser à mes parents, assis à ce mariage luxueux, entourés de richesses et d'excès, sachant qu'ils rentreraient chez eux dans une maison qui tombait littéralement en ruine autour d'eux. 6 mois après le mariage, mon téléphone a sonné. C'était le numéro de mes parents. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Sabrina, la voix de maman semblait petite et fatiguée. Tout va mal ici. La maison, ça empire. Une canalisation a éclaté dans la salle de bain du haut la semaine dernière et nous n'avons pas les moyens de la réparer correctement. Ton père a dû couper l'eau à tout cet étage. Je suis restée silencieuse, attendant. Nous avons essayé d'appeler Sheila, a-t-elle poursuivi. Elle avait promis de nous aider après le mariage, mais maintenant elle dit qu'ils ont des problèmes de trésorerie, quelque chose à propos de l'entreprise familiale de Thomas qui a eu un mauvais trimestre. Que voulez-vous de moi, maman ? Ai-je demandé, en gardant une voix neutre. Nous avons fait une erreur, a-t-elle murmuré. Nous le savons maintenant. Le plâtre qui est tombé sur la tête de ton père, il a dû avoir 3 points de suture. Le médecin a dit que nous avons eu de la chance que ce ne soit pas pire. J'ai fermé les yeux, me souvenant des avertissements de l'entrepreneur d'il y a 2 ans. Avez-vous essayé d'appeler Sheila à nouveau ? Le rire amer de maman m'a surprise. Elle et Thomas se parlent à peine. Ils sont revenus de leur lune de miel en se disputant pour de l'argent. Apparemment, elle a vidé leur carte de crédit jointe aux Maldives. Les parents de Thomas se sont impliqués, eh bien, ce n'est pas bon. Je suis désolée d'entendre ça, ai-je dit, et j'ai été surprise de réaliser que je le pensais, non pas parce que j'avais de la peine pour Sheila, mais parce que nos parents avaient sacrifié leur avenir pour son conte de fées, et que maintenant même cela s'effondrait. Pourrais-tu peut-être nous aider ? La voix de maman s'est brisée. Juste pour la canalisation. Nous ne pouvons plus du tout utiliser la salle de bain du haut, et ton père a mal au dos à force de monter et descendre les escaliers pour utiliser celle du bas la nuit. J'ai pensé à la maison pour laquelle Marc et moi économisions, au mariage que nous planifions. Je ne peux pas, maman. Je ne suis plus en mesure d'aider. Vous devez parler à Sheila. Après avoir raccroché, j'ai appelé tante Sarah. Elle m'a raconté ce que maman ne m'avait pas dit. Sheila et Thomas vivaient dans un appartement de luxe que ses parents leur avaient acheté comme cadeau de mariage, mais leur mariage montrait déjà de sérieuses fissures. Thomas avait découvert que Sheila avait contracté plusieurs prêts personnels pour payer des dépenses de mariage supplémentaires, au-delà de l'argent qu'elle avait pris à nos parents. Pendant ce temps, papa travaillait toujours malgré avoir dépassé l'âge de la retraite, et maman avait commencé à chercher un travail à temps partiel. Ils avaient dû fermer tout l'étage supérieur de la maison à cause des dégâts des eaux et des problèmes de moisissure. Ton père est trop fier pour demander de l'aide, m'a dit tante Sarah. Mais Sabrina, cette maison devient dangereuse. Les dommages structurels de la fuite d'eau se propagent. Ils doivent la réparer ou déménager, mais ils ne peuvent se permettre ni l'un ni l'autre. Je me suis souvenu d'être dans cette maison il y a 2 ans avec les entrepreneurs, planifiant comment aider mes parents à déménager dans un endroit sûr. Si seulement ils avaient attendu, si seulement ils m'avaient fait confiance au lieu des promesses vides de Sheila. Marc m'a trouvé dans notre bureau à domicile ce soir-là, regardant des photos de la maison de mes parents d'avant que tout cela ne commence. Tu penses à les aider, n'est-ce pas ? A-t-il demandé.
Non, ai-je dit fermement. Je ne peux pas. Même si je le voulais, nous avons besoin de nos économies pour notre propre maison. Je ne vais pas me mettre le feu pour les garder au chaud, surtout après ce qu'ils ont fait. Mais ça te tue de les voir souffrir, a-t-il observé. Je me suis tournée vers lui, les larmes aux yeux. Bien sûr que oui. Ce sont mes parents. Mais ils ont choisi ça. Ils ont choisi le fantasme d'un jour de Sheila plutôt que leur propre avenir. Ils ont choisi de croire en ces promesses vides plutôt qu'en mon aide réelle. Et maintenant, ils vivent avec ces décisions. Cette nuit-là, j'ai rêvé de la vieille maison. Dans mon rêve, j'étais de nouveau une petite fille, assise dans ma chambre tandis que la pluie frappait à la fenêtre. Mais quand je levais les yeux, le plafond se fissurait, l'eau gouttait, et peu importe combien de seaux je mettais, je ne pouvais pas attraper toutes les gouttes. 2 ans après le mariage, tante Sarah m'a appelée au travail. Sa voix était tendue. Sheila et Thomas divorcent, a-t-elle dit sans détour. Elle retourne vivre chez tes parents. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand Thomas a découvert qu'elle cachait du courrier de leurs parents, des factures de carte de crédit, des avis de retard de paiement. Elle utilisait secrètement leur carte jointe depuis des mois, même après qu'il l'en ait coupée. Les parents de Thomas se sont impliqués, eh bien, le contrat de mariage est appliqué, donc elle ne reçoit rien. Moins que rien, a corrigé tante Sarah. Elle a environ 50 000 $ de dettes personnelles provenant des prêts pour le mariage, plus toutes les dettes de carte de crédit qu'elle a accumulées en essayant de sauver les apparences. La famille de Thomas s'en lave complètement les mains. J'ai pensé à ce mariage à 300 000 $, les colombes, le gâteau à la feuille d'or, le feu d'artifice. Tout cet argent, mon argent, l'avenir de mes parents, parti en fumée pour un mariage qui a duré à peine 2 ans. J'ai fermé les yeux, me souvenant des avertissements de l'entrepreneur d'il y a 3 ans. Si nous nous étions tenus au plan initial, mes parents seraient dans une nouvelle maison maintenant. Au lieu de cela, ils s'épuisaient à travailler à 70 ans passés, vivant dans la moitié d'une maison condamnée et sur le point d'accueillir leur fille au chômage et irresponsable. Ce soir-là, je suis passée en voiture devant la maison de mes parents, sans m'arrêter, juste en regardant. La voiture de Sheila était déjà dans l'allée, un modèle de luxe qu'elle ne pouvait clairement plus se permettre. À travers les fenêtres, je pouvais voir des lumières allumées au rez-de-chaussée, des ombres bouger. Ma sœur, de retour dans notre maison d'enfance, mais pas comme aucun de nous ne l'avait imaginé. Le lendemain, j'ai croisé Sheila au supermarché où travaillait maman. Elle avait l'air différente. Les vêtements de marque et la manucure parfaite avaient disparu, remplacés par un jean et du vernis à ongles écaillés. Elle m'a vue, mais s'est rapidement détournée, poussant son chariot dans une autre allée. Aujourd'hui, je vais me marier. Alors que je me tiens devant le miroir dans ma simple robe blanche, rien à voir avec la robe de créateur à 30 000 $ de Sheila, je pense à combien mon chemin a été différent de celui de ma sœur. Marc et moi allons avoir notre cérémonie à la mairie avec seulement tante Sarah et sa famille proche présente. Après, nous dînerons dans notre restaurant préféré. Le tout coûtera moins que ce que Sheila a dépensé rien que pour les fleurs de son mariage. Tu es sûr de ne pas vouloir les inviter ? A demandé Marc hier soir, en parlant de mes parents et de Sheila. J'ai secoué la tête. Ils ont fait leur choix il y a 3 ans. Je fais le mien maintenant. La dernière nouvelle que j'ai reçue de tante Sarah brossait un tableau sombre. La maison a été officiellement déclarée inhabitable le mois dernier. Mes parents ont dû déménager dans un petit appartement de 2 chambres avec Sheila, utilisant les quelques économies qui leur restaient pour la caution. Maman travaille toujours au supermarché. Papa a finalement dû prendre sa retraite en raison de problèmes de santé, et Sheila travaille comme serveuse, essayant de rembourser sa montagne de dettes. Ta mère demande de tes nouvelles, m'a dit tante Sarah récemment. Elle garde ton faire-part de mariage à la mairie sur sa table de chevet. J'avais envoyé le faire-part par l'intermédiaire de tante Sarah, pas directement à eux. Ce n'était pas une invitation, juste une notification que je me mariais. Maman avait essayé d'appeler après l'avoir reçu, mais j'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Ils comprennent maintenant, a dit tante Sarah. Ils savent qu'ils ont fait une terrible erreur.
Ton père dit que c'est le plus grand regret de sa vie, choisir le fantasme d'une fille plutôt que la réalité de l'autre fille. Mais la compréhension ne change rien. Elle ne ramène pas les 150 000 $ qu'ils ont donnés. Elle ne répare pas leur maison condamnée. Elle n'efface pas le fait qu'ils ont trahi ma confiance de la pire des manières. Sheila vit toujours avec eux, faisant des doubles services pour effectuer des paiements minimaux sur la dette de son mariage. L'appartement de luxe, les vêtements de marque et la voiture chère ont disparu. Parfois, elle publie sur les réseaux sociaux sur l'apprentissage des leçons de la vie et la vraie signification de la famille, mais j'ai mis ses comptes en sourdine. Ces mots sonnent creux après tout ce qui s'est passé. Hier, un colis est arrivé de la part de mes parents, un cadeau de mariage. J'ai failli le renvoyer sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. À l'intérieur se trouvait le vieux collier de perles de maman, la seule chose de valeur qui lui restait, avec une note: nous aurions dû te faire confiance. Nous aurions dû voir qui tu étais vraiment, la responsable, l'attentionnée, celle qui a essayé de nous donner un avenir réel au lieu d'un rêve d'un jour. Nous sommes si désolés. Nous t'aimons. J'ai remis le collier dans sa boîte. Peut-être qu'un jour je le porterai, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte le simple pendentif en argent que Marc m'a offert pour notre premier anniversaire. Il n'est ni cher ni tapac sans grave l'œil, mais il est réel, comme notre amour, comme nos projets, comme notre avenir. Après la cérémonie, Marc et moi rentrerons à la maison que nous avons finalement réussi à acheter en économisant. Ce n'est rien de luxueux, un modeste 3 pièces dans un quartier calme, mais c'est à nous, construit sur une planification minutieuse et un travail honnête, pas sur des rêves et des projets. Prête, demande Marc, passant la tête par la porte. Je me jette un dernier regard dans le miroir. Ma robe est simple, mon maquillage minimal, mes fleurs cueillies chez le fleuriste local ce matin, rien à voir avec l'extravagance de Sheila. Mais j'épouse un homme que j'aime, entouré de gens en qui j'ai confiance, commençant une vie basée sur la réalité plutôt que sur le fantasme. Prête, dis-je, et je le pense. En route vers la mairie, je pense aux leçons que j'ai apprises de tout cela, sur la façon dont certaines personnes vous videront si vous les laissez faire, sur la façon dont les parents peuvent trop aimer leurs enfants de toutes les mauvaises manières, sur la façon dont une seule mauvaise décision peut détruire des décennies de confiance et de travail acharné. Mais j'ai aussi appris sur la force, ma propre force, sur l'établissement de limites, sur le choix de la réalité plutôt que du fantasme, sur la construction d'une vie sur un terrain solide plutôt que sur des sables mouvants.